Chapitre 2. Oliver Twist. Après une chaude alerte, Oliver retrouve une place d'apprenti et fait son entrée dans la vie active. Après avoir commis la faute quasi sacrilège de demander d'autres gruots, Oliver passa toute une semaine seul dans la pièce sombre où l'avait consigné le bureau. Il y pleurait tous les jours et, la nuit venue, accroupi dans un coin de sa cellule, il essayait de dormir en se serrant très fort contre le mur et en mettant ses petites mains devant les yeux pour ne plus voir l'obscurité qui l'entourait. Que les opposants aux lois sur les pauvres n'aillent pourtant pas supposer que pendant le temps que dura son incarcération solitaire, Oliver fut privé du réconfort de la religion. Il la reçut tous les soirs en écoutant les prières que récitaient ses petits camarades et dans lesquelles le bureau avait inclus une partie où il demandait au ciel de les rendre bons, obéissants et contents de leur sort, tout en les préservant des péchés et des vices d'Oliver. Un matin, alors qu'il était toujours dans cette même situation, apparemment sans issue, un certain Gomfield, ramoneur de son état, descendit la grande-rue en songeant aux moyens qu'il pourrait trouver pour payer son arriéré de loyer. N'importe comment qu'il s'y prenne, il ne parvenait pas à faire le total dont il avait besoin d'urgence. « Oh oh !» cria-t-il brusquement à son âne, en voyant qu'une affiche était posée sur la porte du dépôt de mendicité. En lisant le document, M. Gomfield se mit à sourire, car la somme correspondait à ses besoins. Quant à l'enfant, comme il connaissait le régime alimentaire de l'établissement, il savait qu'il serait d'un modèle tout à fait réduit, parfait pour les cheminées. Aussi relut-il l'affiche, syllabe par syllabe, du premier au dernier mot. Puis il sonna et, en portant la main à son bonnet de fourrure, en signe de déférence, il demanda au gardien, quand il ouvrit. « Ce gars que la paroisse veut mettre en apprentissage, commença-t-il. « Eh bien, ce garçon ?» demanda le gardien. « Si la paroisse souhaiterait qu'il apprend un bon métier agréable sous la tutelle d'un bon ramoneur, poursuivit Gomfield. J'en ai besoin d'apprenti, moi, et je suis d'accord pour le prendre. » Le gardien le mena aussitôt à la salle de réunion du bureau. « C'est un métier déplaisant, » dit le président du bureau au ramoneur, quand il eut réaffirmé son désir de prendre un apprenti. « C'est à cause qu'il allume de la paille humide dans les tuyaux pour les faire descendre, dit Gomfield. Et alors ça fume, mais ça crame pas. Et ça sert à rien que ça fume, parce que la fumée, ça les fait endormir, hein, les garçons. Même que c'est pile poil ça qu'ils aiment. Parce que les garçons, ils sont obstinés et feignants. Messieurs, et il n'y a rien de mieux qu'une flambée pour les faire redescendre. Même qu'alors, ils s'y grouillent. Et ça, c'est vraiment urbain, parce que qui sont coincés dans les tuyaux, alors le feu, ça leur crame les arpions, et ça les fait se secouer le train pour redescendre en vitesse. » Ces explications semblèrent bien amuser le monsieur en gilet blanc. Puis, le bureau fit sortir Gomfield, le temps qu'on délibère. Quand on le fit rentrer, le président déclara « Le bureau a étudié votre proposition et a décidé de la rejeter. » Comme Gomfield traînait derrière lui la réputation d'avoir déjà battu à mort 3 ou 4 garçons, il pensa que c'était à ce détail, peu significatif, qu'il devait le refus du bureau. Cela l'étonna, car ce n'était pas la façon dont, d'habitude, ces messieurs traitaient leurs affaires. Il préféra pourtant ne pas trop insister et se contenta de demander. « Alors, vous voulez pas me le donner ?»« Non, » répliqua le gros président. « Du moins, comme c'est un métier dur, nous pensons de notre devoir de diminuer la prime. » La physionomie de Garfield s'éclaira. « Combien que vous me donneriez, monsieur ? En soyant pas trop dur, hein, avec un travailleur qui mérite tant. » « Nous pensons que 3 livres et 10 shillings suffisent, » poursuivit le président. « C'est même 10 shillings de trop, » poursuivit l'homme aux gilets blancs.
Là, vous me prenez à la gorge, messieurs, dit Gunfield, entortillant son bonnet avec un air désespéré. Taratata, dit le monsieur en gilet blanc. Même sans la prime, ce serait une bonne affaire. Ce garçon ne coûte quasi rien à nourrir, vu que depuis qu'il est né, il a appris à vivre de peu. L'affaire était faite. M. Bumble fut informé de ce qu'il aurait, l'après-midi même, à conduire Oliver Twist et son futur employeur devant le juge de paix, pour qu'ils enregistrent le contrat d'apprentissage, en conséquence de quoi Oliver eut la surprise de se voir tirer de la geôle, et de recevoir des mains même du bedeau, un bol de grouillot, et de la ration de pain des jours de fête. Tiens, mange, et tu pourras remercier le bureau qui a décidé de faire de toi un apprenti, lui dit M. Bumble d'un ton pompeux. Un arpenti, monsieur dit l'enfant en tremblant. Oui, Oliver. Ces bons messieurs ont décidé de faire de toi un homme, quand bien même la dépense pour la paroisse se monte à 3,5 livres. Tu te rends compte, Oliver, pour un chenapan d'orphelin comme toi, qui ne les vaut pas. Tandis que M. Bumble faisait une pause pour reprendre son souffle, les larmes roulaient sur le visage d'Oliver. Satisfait de voir les effets de son éloquence, M. Bumble reprit d'une voix radoucie. « Alors, finis ton déjeuner, que je t'emmène chez le juge de paix. » Chemin faisant, le bedeau lui expliqua ce qu'il aurait à faire. Il suffirait qu'il réponde « oui » énormément, quand on lui demanderait s'il avait envie de devenir apprenti. Quelques coups de canne lui annoncèrent du reste ce qui l'attendait s'il n'appliquait pas la consigne. Au tribunal, le bedeau le mena dans la salle d'audience, une pièce de vaste dimension, avec un haut bureau, derrière lequel se tenaient des vieux monsieur, coiffés d'une perruque poudrée. En entrant, M. Bumble s'adressa à Oliver à voix basse. « Rappelle-toi ce que je t'ai dit, petit vaurien. » Puis, il le poussa jusque devant les messieurs à perruque. Le gros président du bureau se tenait devant le bureau, d'un côté, et Gunfield, qui s'était sommairement débarbouillé le visage de l'autre. « Voilà le garçon, votre honneur, dit M. Bumble, et à l'adresse d'Oliver. Salis les magistrats, mon enfant. » Oliver fit de son mieux pour le saluer. « Je suppose, dit l'un des deux vieux monsieur, qui avait des lunettes en écaille de tortue, qu'il aime le métier de ramoneur. Il en raffole, votre honneur, dit M. Bumble, tout en pinçant Oliver pour lui rappeler qu'il avait intérêt à ne pas dire le contraire. Et c'est cet homme qui doit être son maître, poursuivit le vieux juge, en se tournant vers Gunfield. Vous allez bien le traiter, bien le nourrir, et faire tout ce qui est nécessaire pour son bien, n'est-ce pas? Si je le dis, c'est que je vais le faire, grogna Gunfield. C'était un moment crucial dans la vie d'Oliver. Le juge repoussa ses lunettes vers la base de son nez et se mit à chercher l'encrier pour y tremper la plume qui signerait le contrat d'apprentissage. S'il avait trouvé tout de suite, Oliver aurait été aussitôt emmené par Gunfield, mais le juge ne le trouva pas. Il se pencha pour essayer de l'apercevoir et découvrit la figure pâle et bouleversée d'Oliver, qui, malgré les pinçons du bedeau, contemplait son futur maître avec un dégoût et une peur qui ne purent pas échapper au magistrat, fût-il à demi aveugle. « Mon garçon, dit-il à Oliver, tu sembles épouvanté, qu'as-tu » Oliver sursauta. Le ton sur lequel on lui parlait était amical, ce dont il n'avait pas l'habitude. « Bedeau, éloignez-vous de lui, dit le second magistrat, en se penchant en avant, l'air intéressé. « Maintenant, mon garçon, dis-nous ce que tu as ajouté. N'aie pas peur. » Oliver se jeta à genoux et les supplia de l'enfermer de nouveau dans le noir, de le faire mourir de faim, de le battre, de le tuer même, mais de ne pas le laisser partir avec cet homme abominable. « Eh bien, Oliver, dit le bedeau prêt à s'étouffer, de tous les hypocrites potentés que j'ai connus, tu es bien le plus sans scrupules. »« Tenez votre langue, bedeau, dit le second juge. »« Pardon, dit M. Bumble. Votre honneur s'adresse à moi ? Oui, taisez-vous. M. Bumble en fut comme pétrifié.
À un bedeau, lui demander de se taire, c'est une révolution morale. Nous refusons de signer le contrat, dit le juge, à lunettes d'écaille, tandis que l'autre l'approuvait chaleureusement de la tête. Ce même soir, le monsieur en gilet blanc affirma que non seulement Oliver serait pendu, comme il l'avait prédit, mais qu'il serait noyé et coupé en morceaux par-dessus le marché. Et le lendemain, le public fut une fois encore informé par voie d'affiche qu'Oliver Twist était de nouveau à céder et que 5 livres seraient payés à qui voudrait bien se charger de lui. Quelques jours passèrent jusqu'à ce qu'un matin, M. Bumble, qui rentrait, rencontre à la porte du dépôt M. Sowerberry, l'entrepreneur des pompes funèbres de la paroisse, qui en sortait. C'était un homme grand et osseux, avec des articulations massives, habillé d'un costume noir usé jusqu'à la corde. Ses traits n'étaient pas conçus pour se montrer souriant, mais sa mine laissait présager une plaisanterie quand il serra la main du bedeau avec cordialité. « J'ai pris les mesures des 2 femmes qui sont mortes hier soir, monsieur Bumble, dit le croque-mort. « Vous ferez fortune, monsieur Sowerberry, dit le bedeau en tapant amicalement sur l'épaule de son interlocuteur avec sa canne. « Vous croyez ?» dit l'autre sur un ton partagé, entre approbation et doute. « Les prix que me paie la paroisse sont tout petits, monsieur Bumble. »« Vos cercueils aussi, » répliqua le bedeau, en émettant ce qui ressemblait le plus possible au rire que peut s'autoriser un officiel. La répartie amusa beaucoup M. Sowerberry, qui en rit longtemps. « Au fait, » demanda le bedeau à brûle-pourpoint, dès que le croque-mort eut repris son sérieux, « vous ne connaissez personne qui ait besoin d'un aide, avec des conditions très intéressantes, M. Sowerberry. » Tout en parlant, M. Bumble donna un coup de canne sur la mention 5 livres, qui pouvait s'y lire en très grosses lettres. « Par exemple, » s'exclama le croque-mort, « c'est précisément de vous que je voulais vous causer, monsieur Bumble. Vous savez, je paie déjà pas mal de taxes pour les pauvres. » « Oui, et j'étais en train de me dire que si je payais autant pour les pauvres, je pouvais attendre un peu d'eux en retour, si bien que du coup, eh bien, je pense que je vais prendre le garçon moi-même. » Le bedeau saisit M. Sowerberry par le bras et l'entraîna dans le bâtiment. Le croque-mort resta enfermé avec le bureau pendant 5 minutes, le temps de décider que le garçon irait chez lui le jour même. Oliver reçut la nouvelle de sa destination en silence et son bagage à la main. Il n'était pas difficile à transporter, puisqu'il tenait dans un petit paquet enveloppé de papier kraft, 2 fois grand comme un poing. Il s'accrocha une nouvelle fois à la manche du bedeau et fut emmené par ce dignitaire vers les lieux de ses prochaines souffrances. M. Bumble marchait la tête très droite, ainsi qu'il se doit pour un bedeau, et comme il faisait beaucoup de vent, Oliver se trouvait complètement enfoui dans les pans du manteau qui voltigeait tout autour de l'officiel paroissial. En arrivant presque à destination, toutefois, M. Bumble crut bon de devoir jeter un coup d'œil vers le garçon pour vérifier qu'il était présentable. « Oliver, » dit le bedeau. « Oui, monsieur, » répondit Oliver d'une voix éteinte. « Ôtez cette casquette et tenez la tête droite. »« Non, monsieur. » Oliver obéit tout de suite, mais il eut beau faire un effort, il se mit à pleurer, au point que les larmes inondèrent son visage maigre. « Eh bien !» s'écria M. Bumble avec colère. « De tous les enfants les plus ingrats, tu es bien le... » « Oh non, monsieur, » sanglota Oliver. « Je vous en prie, ne soyez pas fâché contre moi. Je suis un tout petit garçon, et je suis si quoi ?» demanda M. Bumble avec stupéfaction. « Si seul, monsieur, si seul. » L'enfant se frappa la poitrine et leva sur le bedeau un regard noyé par des larmes de souffrance. M. Bumble considéra un moment le garçon avec une expression de surprise, puis il sauta, maugréa. « Cette maudite toux !»
demanda à Oliver de sécher ses yeux et d'être un bon garçon. Puis, le reprenant par la main, il se remit en marche, avec lui en silence. Le croque-mort, qui venait juste de baisser les rideaux de sa boutique, était en train de mettre à jour son livre de contes, à la lueur d'une bougie, quand le bedeau fit son entrée. « Me voici, dit le bedeau, je vous emmène le garçon. » Oliver salua. « C'est lui, n'est-ce pas ?» dit le croque-mort en soulevant la chandelle pour mieux voir. « Madame Sowerberry, voudrais-tu avoir la bonté de venir ici un instant, ma chère ?» Madame Sowerberry émergea d'un réduit derrière la boutique. C'était une personne petite, mince, tassée, avec une allure de mégère. « Ma chère amie, dit le croque-mort, sur un ton plein de déférence, c'est le garçon du dépôt de mendicité dont je t'ai parlé. » Oliver salua de nouveau. « Dieu du ciel, dit la femme du croque-mort, qu'il est petit !»« C'est-à-dire, dit M. Bumble, c'est vrai qu'il est petit, mais il grandira, Madame Sowerberry, il grandira. »« Ça c'est sûr, répliqua la dame d'un ton grincheux, il grandira, à nos frais, avec ce que nous lui donnerons à manger. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut gagner avec des orphelins. Ils coûtent toujours plus cher que ce qu'ils rapportent. Mais les hommes croient toujours tout savoir. Allez, viens par là, petit Ados, descends. » Ce disant, la femme du croque-mort poussa Oliver dans un escalier très raide qui menait à une cave sombre et humide qu'on avait baptisée cuisine. Là se trouvait une fille malpropre avec des chaussettes sans talons et des bas bleus, sales et pleins de trous. « Hé, Charlotte, dit Madame Sowerberry à cette dernière, donne à ce petit le reste qu'on avait gardé pour Trip. Puisqu'il n'est pas rentré, il peut s'en passer. J'ose croire que tu vas pas faire le dégoûter, petit. » Oliver, dont les yeux s'étaient allumés quand il avait compris qu'il était question de viande et qui tremblait d'envie d'en manger, répondit par la négativité. Une assiette de restes grossiers fut posée devant lui. Il se jeta sur ces morceaux délicats dont même le chien n'avait pas voulu, et il les dévora avec une prodigieuse avidité. « Eh bien, dit la femme du croque-mort, quand Oliver eut fini ce dîner, auquel elle avait assisté en s'épouvantant par avance de l'appétit futur de l'enfant, c'est fait. » Comme il n'y avait plus rien de mangeable à proximité, Oliver répondit que oui. « Alors suis-moi, dit-elle, en se mettant en devoir de regrimper l'escalier. Ton lit est sous le comptoir. J'espère que ça ne te dérangera pas de dormir à côté des cercueils. D'ailleurs, que ça te dérange ou pas, c'est pareil, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Allez, viens. Tu vas pas me tenir debout toute la nuit. » Oliver ne traîna pas et suivit sa nouvelle maîtresse.